En débat du jour. Alors évidemment, on revient sur le phénomène Léon Marchand. Est-ce qu'il peut devenir ou deviendra-t-il le plus grand nageur de tous les temps? On le rappelle, encore faut-il, si vous vivez sur Mars, que vous rappelez qu'il a gagné 2 médailles d'or dans la même soirée, ce qui n'était jamais arrivé en natation. Sébastien, on est bien d'accord? Jamais. Ouais. C'est une première, ouais. Parce que y en a qui gagnent des médailles d'or, mais sur des jours différents. C'est ça, historique. Et pourquoi ça n'a jamais arrivé avant? Parce qu'il n'y avait pas de Léon Marchand, tout simplement. C'est assez simple. Alors, est-ce qu'il peut aller plus loin? Quelle est sa marge de progression? Il impressionne les plus grands. Et est-ce qu'il peut devenir le plus grand nageur de tous les temps? Il y a des comparatifs qui sont faits. Il y a des études qui sont menées. On va en parler dans un instant avec notre invitée qui est directrice de recherche au CNRS et qui a étudié à travers les mathématiques la performance des athlètes. Et elle va nous parler de Léon Marchand tout de suite. Mais vous, Sébastien, qui connaissez très très bien la famille de Léon, vous êtes très proche. Est-ce que sa performance vous étonne, ou est-ce qu'il est au-delà de ce que vous pouviez imaginer de son talent? Alors, le connaître, ça me permet peut-être pas de faire des prédictions, mais en tout cas, je connais la personne et je sais que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Je sais que quand il fait quelque chose et qu'il s'engage, il le fait à fond. Je sais aussi qu'il n'a pas de limite, ça il le dit ouvertement, il n'a pas de limite. Et les seules limites, j'ai envie de dire, c'est la limite de la règle. En natation, il faut sortir aux 15 mètres et lui, il performe là-dedans. Il est quelqu'un, enfin, c'est le nageur qui a été finalement vous regardez, je le disais des stats hier ou ce matin, vous regardez les distances qu'il parcourt sous l'eau, il est vraiment à la limite justement de cette règle, c'est-à-dire qu'il sort à 14 mètres ou une moyenne de 14 mètres, un peu plus de 14 mètres. Vous vous rendez compte, ça fait sur un 200, ça fait pratiquement 60 mètres sous l'eau. Phelps, quand il est arrivé avec ses nouveaux records et ses médailles olympiques, on regardait justement ce travail de coulée. C'est les distances, on appelle ça les distances non nagées en fait, où il n'y a pas de mouvement spécifique de traction, voilà, de bras et de pousser des jambes. Et là oui, il y a les ondulations forcément, mais ce que je veux dire, c'est qu'il nage pas au-dessus de l'eau. Et à l'arrivée, il est plus fort que Phelps déjà là-dessus, quoi. Et c'est le meilleur nageur au monde sur ces distances non nagées. Donc voilà, la seule limite qu'il a, c'est celle-là aujourd'hui. Ouais, donc je pense que effectivement, pour répondre aussi au fait que ce serait le nageur ou le meilleur nageur au monde, je crois qu'il est en train de le montrer avec ces 2 médailles d'hier historiques et c'est pas fini. Et je crois qu'à partir du moment où il a touché aux médailles, il ira même un peu plus loin, quoi. Ouais, alors est-ce que c'est que le physique et le mental ou les deux? C'est la grande question qu'on s'interroge. Il y a un gros travail au niveau mental. Gros travail au niveau mental, oui. Il y a une structure aussi autour de lui qui est... Tout à fait, oui. Qui est très structuré justement. Et il faut. Et oui, dont il a besoin et beaucoup de personnes qui travaillent avec et qui lui permettent de se concentrer sur ses entraînements. Alors on va parler des performances. Vous nous reparlerez de Léon Marchand dans un instant. On accueille Amandine Aftalion. Bonsoir. Bonsoir. Directrice de recherche au CNRS, merci d'être avec nous. Auteur de ce livre, Pourquoi est-on penché dans les virages? C'est aux éditions du CNRS. Vous avez utilisé les mathématiques pour comprendre les performances des athlètes. Et Léon Marchand, Sébastien Delaine, qui le connaît depuis qu'il est tout petit, parle de depuis qu'il est bébé, de la maternité, parle de ses coulées, de cet instant où il ne nage pas finalement. Comment vous l'analysez même à froid aujourd'hui, où on l'a vu par exemple nager ce matin après cette journée folle, ces 3 jours fous qu'il a connus. Qu'est-ce qui fait la différence entre un nageur comme lui et le numéro 2 de sa course? Alors je crois qu'il y a beaucoup de choses. Et pour répondre déjà à une question que vous avez posée tout à l'heure, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire 2 courses dans une journée? Non. Parce que d'habitude, il y a une certaine fatigue qui s'installe, aussi bien mentale que physique, et c'est extrêmement rare d'avoir la capacité et l'envie de repartir dans le bassin pour nager à nouveau, comme si on était frais. Donc ça, il y a quasiment que Léon Marchand au monde aujourd'hui pour faire ça, et il a une capacité physique de récupération qui est très nette, au niveau à la fois énergétique et psychologique.
Donc il a après, au niveau de la des techniques de nage, elles sont parfaites. Je pense qu'avec Bob Bowman, ils ont travaillé ça. Maintenant, on a des vidéos pour étudier les poussées des bras, des jambes, que ce soit exactement symétrique, savoir si il fait bien le bon mouvement du début jusqu'à la fin. Et il y a ce qui s'appelle la coulée. Alors, je suis pas complètement d'accord sur le fait que c'est une partie non nagée. La seule partie non nagée, vraiment, c'est au moment du plongeon. Mais à partir du moment où ils ondulent, ça nécessite quand même une certaine énergie à développer, l'ondulation. Donc, comme le disait Sébastien, c'est 15 mètres à chaque longueur, donc ce qui fait à peu près un peu plus d'une longueur au total finalement sous l'eau. Et la spécificité de Léon Marchand, c'est d'être extrêmement efficace sur ses coulées. On l'a vu sur le 200 mètres papillon hier. Il était derrière le Hongrois et sur la dernière coulée, il est arrivé à le rattraper. La plupart des nageurs dans l'ondulation ondulent à partir du bassin. Léon Marchand est extrêmement souple et on le voit, il ondule à partir de la tête, c'est-à-dire qu'il a un mouvement qui part de la tête et qui ondule comme un dauphin. Et physiquement, on peut expliquer la supériorité par le fait qu'en fait, il crée une vague derrière lui comme tout nageur, mais cette vague, il arrive avec ses jambes à la repropulser vers son corps pour qu'elle la fasse avancer. C'est-à-dire que les vagues, normalement, sont un phénomène qui ralentissent un nageur, et en particulier quand elles vont toucher le bas de la piscine et qu'elles reviennent et de toute façon, elles ralentissent le nageur qui avance. Mais dans une ondulation, si on ondule comme Léon Marchand, et c'est extraordinaire, il est capable, cette vague, de la renvoyer vers lui pour qu'elle le pousse dans le bon sens. Et ça, c'est sa spécificité naturelle, à la base. Oui, ça, c'est complètement naturel. Et je dirais, il est le seul à faire ça, et il a une efficacité extraordinaire. Et je pense que peut-être Sébastien le confirmera, il a commencé à onduler quand il était tout jeune et je pense qu'il a développé cette capacité d'une manière qui est hors du commun. Il vient des dauphins du TOEC, peut-être que ceci explique cela, Sébastien Delaigne. Oui, moi je l'ai vu sur les premières compétitions, effectivement, j'avais vu une petite course en pape où on avait l'impression qu'il touchait pas l'eau. Alors il a effectivement un physique assez longiligne aujourd'hui, mais il était assez fin et petit et il mettait beaucoup d'ondulation, effectivement. Et voilà, comme je sais pas comment dire, mais très rythmé avec ses bras et ses jambes. Après, il avait pas l'amplitude qu'il a aujourd'hui, mais c'était assez impressionnant parce que on aurait dit qu'il était en vitesse rapide, quoi. Alors il y a quelque chose. Alors vous allez peut-être pouvoir nous expliquer à base de mathématiques, mais il explique par exemple, j'ai lu ça ce matin, pour régler le timing de ma reprise de nage, il dit je ferme les yeux et c'est la pression de l'eau qui me donne les bons indices pour me remettre à nager. Donc ça rejoint les sensations que vous décrivez, Amandine Aftalion, c'est-à-dire qu'il sent cette nage sous l'eau comme pas n'importe quel autre nageur, visiblement. Oui, et ça, c'est typique des champions olympiques. Moi, j'avais discuté avec Kelly Holmes, qui est double championne olympique britannique sur la course à pied. Elle connaissait son chronomètre dans sa tête. Donc ça, je dirais, ça dépend plus du mental. Les grands champions sont capables de se regarder et de s'observer en train de performer. Donc c'est savoir exactement comment le temps passe, à quel moment je suis, sans avoir besoin de regarder le concurrent, le chronomètre. C'est une telle accumulation d'entraînement qu'ils savent exactement où ils en sont et à quel moment il faut fournir un effort, refournir un effort, accélérer, parce qu'une course de natation, ça ne se passe pas de manière linéaire. On ne produit pas exactement la même accélération, la même force du début jusqu'à la fin. Daniel et hier soir... Daniel a une question pour vous. En fait, c'est plutôt une observation, disons, au regard de ce que j'entends, c'est aussi toute la partie que l'on ne maîtrise pas, enfin qu'on ne maîtrisait pas bien à notre époque, qui est beaucoup plus maîtrisée aujourd'hui, qui s'appelle la visualisation mentale, qui est énormément travaillée avec les préparateurs mentaux et qui donne vraiment un plus à des athlètes qui ont parfois ce petit souci de ça coince un petit peu au niveau mental parce qu'il y a une adversité un peu forte ou parce qu'ils se sont un peu déstabilisés. Aujourd'hui, grâce, et on l'a vu un peu partout, que Teddy Riner, que d'autres grands champions aujourd'hui ont cet accompagnement de préparateurs mentaux
Et vraiment, ça fait toute la différence quand en plus on a un champion comme Léon qui a déjà intégré toutes ces données-là en lui-même, quoi, et qui en plus peut s'appuyer sur une préparation, une visualisation mentale. Alors on va s'arrêter un court instant, on va faire une petite pause, on va continuer ce débat avec vous, Amandine Aftalion, directrice de recherche au CNRS, et vous, mes chers vrais voix, Sébastien Delaine, Daniel Sangouma, Isabelle Fijakolski et Antoine Mazer. On va continuer à parler du phénomène Léon Marchand. On aura notre auditeur aussi, Mohamed, du côté de Perpignan. Il le connaît, Léon Marchand. Disons, oui, dans la grande Occitanie, il y a pas mal de gens qui ont pu croiser ou lui, ou son frère, ou ses parents, et sa grande famille. On y revient dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Et avec nos vraies voix des JO, Sébastien Delaine, Daniel Sangouma, Isabelle Fijakolski, Antoine Mazer et notre invité également pour expliquer le phénomène Léon Marchand via les mathématiques. C'est vous, Amandine Aftalion, directrice de recherche au CNRS, avec votre livre fort bien fait, Pourquoi est-on penché dans les virages? C'est aux éditions CNRS. Alors, dernière question avec vous, Amandine Aftalion. Ces JO donnent l'occasion, j'imagine, pour la chercheuse et l'experte en mathématiques que vous êtes d'observer de visu les performances des athlètes. Est-ce que la science, dernière question, on en parlait en antenne, aujourd'hui va permettre de pousser encore plus loin que loin les performances de nos athlètes? Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, mathématiquement, on sait coupler un certain nombre d'équations pour décrire les phénomènes. Donc, on met la mécanique, on met l'énergétique et on met le mental, puisque depuis récemment, on sait mettre en équation le mental et la motivation. Alors, ça veut dire quoi? Donc, c'est très différent de la préparation mentale. Ça veut dire qu'on va être capable de considérer que l'athlète a un cerveau, c'est pas juste un robot avec un bouton on/off. Et le fait que le cerveau donne une instruction aux muscles, cette instruction, elle nécessite un effort, et l'effort va être plus ou moins pénible selon la motivation, selon l'effet du mental. Et la motivation, c'est la décision de l'athlète de se dire « je sens moins l'effort », et cette pénibilité de l'effort est vraiment réduite quand, par exemple, il y a un public qui est déchaîné et qui encourage, ou c'est un athlète qui arrive en étant confiant qu'il va gagner. Ouais. Donc ça, on voit très bien comment ça joue sur la performance et comment mieux décrire en fait en fonction de la longueur d'un effort. Est-ce que c'est un effort court, un sprint, un effort long, plus endurance? Comment se répartissent les filières énergétiques et l'effet de la motivation. Merci beaucoup pour cet éclairage, Amandine Aftalion, directrice de recherche au CNRS. Et puis pendant ces vacances et ces JO, je vous recommande ce livre, Pourquoi est-on penché dans les virages, aux éditions du CNRS. C'est effectivement très bien documenté, tout le sport expliqué par les sciences en 40 questions. Merci beaucoup, Amandine Aftalion. Merci. Merci à vous. Alors, chère vraie voix, est-ce que là, à ce jour, c'est trop tôt, Daniel, Isabelle, pour dire que c'est le plus grand nageur de tous les temps? On va commencer par Isabelle. C'est trop tôt. Pour moi, c'est trop tôt, parce qu'une carrière, c'est long. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Oui, on lui souhaite, mais il n'y a jamais de certitude. Elle l'a dit, la chercheuse l'a dit, on n'est pas des robots. C'est pas un robot. Il a des super qualités, mais il y a des choses qui peuvent arriver. Et justement, peut-être en se disant, ou même si le jour où il se dit, moi je suis le plus fort, c'est là où il va plus l'être. Donc c'est complexe, et moi je suis plutôt prudente pour eux. Daniel Sangouma. Oui, je rejoins tout à fait Isabelle. Il est sur les super traces, ça c'est clair. Moi, c'est tout le bien que je lui souhaite, que ce soit qu'il ait comme image un Spitz ou un Phelps. Je crois que ça ne peut qu'être encourageant. Maintenant, il n'a que 22 ans, donc l'avenir devant lui, mais aussi beaucoup d'incertitudes. Et c'est toute la beauté du sport, je dirais, que ça va générer. Et donc nous, on est en attente. J'imagine que lui aussi. Maintenant, il y a des fois où, vous savez, les sportifs, ils arrivent à un tel summum, à un moment donné, ils se disent, j'en ai marre, je veux plus rien faire, ou je veux m'arrêter. Ça peut arriver aussi, j'espère pas, mais bon, ça pourrait peut-être arriver. À d'autres, c'est arrivé. Donc voilà, il y a toutes ces incertitudes-là qui pèsent. Donc on va croiser les doigts et souffler bien fort pour que ça aille dans le bon sens jusqu'à ce qu'il décide de s'arrêter. Mais jusque-là,
Point d'interrogation. Alors Sébastien Delaigne, il y a quelque chose qui est assez surprenant, c'est que il y a la notion de plaisir. On a le sentiment qu'il s'amuse, qu'il a plaisir à faire des courses, que la compétition ne le bride pas du tout, et au contraire, il vit que pour ça. Oui, lui-même il le dit. Quand il est interviewé à la fin de ses courses, à chaque fois il utilise des mots comme fun, c'était bien cool, je me suis régalé. Il le dit ouvertement que s'il se fait vraiment plaisir, quoi. Et je crois que c'est ce qui le tient. De toute façon, à partir du moment où il ne se fera plus plaisir, ça rejoint un peu ce que disait Daniel. À partir du moment où il ne se plaisir sera plus là. Il sera arrivé au bout. Oui, parce qu'il a déjà anticipé qu'il pourrait bosser dans le spatial. Il a pris des infos. Oui, disons que voilà, il est ambitieux aussi. Il sait aussi qu'il n'y a pas que la natation dans la vie. Mais est-ce qu'il change pas de dimension là aujourd'hui? Aujourd'hui, clairement, il est. Vous savez que on en parlait avec ses parents ce matin. Il est aujourd'hui pour le moment le 9e athlète. Qu'il est classé 9e athlète des Jeux, quoi. Aujourd'hui, donc dans un classement. Des médailles. Des classements des médailles là, oui. de ces Jeux là. C'est quand même assez exceptionnel aussi. Vous rentrez dans les top 10, c'est. Voilà, ça prend une grosse dimension. On sait que aujourd'hui sur Paris et en France, les Jeux seront regardés par déjà beaucoup de téléspectateurs, on l'a dit, plus le public qui est là. Effectivement, il est sur une dimension extraordinaire. Non, mais c'est un régal. Comme vous le disiez, c'est aussi un garçon avec une tête bien faite. Et généralement, ces gens-là, ils n'ambitionnent pas que faire du sport toute leur vie. Et ils ont aussi envie l'après-carrière. Ils ambitionnent aussi des choses très très intéressantes de très haut niveau. Donc j'ai cru comprendre qu'il avait un bac C avec mention, enfin l'équivalent d'un bac S avec mention, pardon, qui se dirige vers des études scientifiques. Donc si effectivement il tend vers le spatial ou des choses comme ça. Oui, spatial, c'est parce que j'avais évoqué à un moment donné avec Christine. J'avais dit à un moment donné il voulait piloter. Enfin, il a pris des cours. Il était adolescent. Il prenait des cours de pilotage, de planeur, quoi. C'est voilà, c'est déjà. Voilà, moi ça me surprenait un peu parce que je pensais qu'il y avait que les adultes qui pouvaient s'amuser à piloter un planeur, quoi. Non mais voilà, déjà c'est une ambition qui me dépasse, moi. Donc on a un exemple, le champion olympique Lamy Chapuis. Je crois qu'il est devenu après carrière, jeune, il est devenu pilote de ligne maintenant chez AF. Voilà, il a tout pour s'envoler très loin. En tous les cas, voilà. C'est ce qu'on lui souhaite. Il y a une demi-finale tout à l'heure. Vous allez aller le voir, Sébastien. Tout à fait, voilà, et prochaine médaille d'or sans doute, peut-être demain. Alors on va pas lâcher. On va croiser les doigts. Il a quand même reconnu qu'il avait eu du mal à dormir cette nuit. Oui, deux médailles, déjà une. Enfin, je sais pas combien. Deux d'un coup là, coup sur coup en 2 heures. Wow. Incroyable. Allez, on s'arrête et on va accueillir Mohamed. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Christine, bonsoir à vos invités et aux auditeurs. Bonsoir. Vous connaissez Léon Marchand, me dit-on dans l'oreillette? Je le connais, c'est un garçon de 22 ans que je le connais, je l'ai vu nager. J'ai eu la chance de connaître, de chronométrer son père, voilà, c'est beaucoup plus simple, voilà, au bord des bassins et voir son père évoluer il y a quelques années en arrière. Et je pense que c'est un garçon, pour l'instant, qui vient encadrer. Elles sont superbes, ses performances, c'est incroyable. Mais je suis pas un grand technicien, mais j'ai l'impression qu'il nage le 200 papillons et le 200 brasses, qui demandent vraiment des aptitudes particulières. On demande des sollicitations des muscles différents. Est-ce qu'il va pouvoir le faire longtemps? C'est ça un peu le problème. C'est-à-dire, quand on est performant à cet âge-là, qu'on a gagné autant de choses, est-ce qu'on a envie encore de compter les carreaux du bassin pendant très longtemps aux entraînements? Et un petit peu l'entourage qu'il a autour de lui, c'est très très important. L'entourage psychologique, c'est-à-dire comment il est entouré. Est-ce qu'il va pas plancher au niveau physique, au mental? Et ça, c'est très 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 important. Il faut vraiment une famille, un entraîneur soudé autour de lui pour réussir des belles performances. Gardez les pieds sur terre, en tous les cas, rester dans le bassin comme